Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on enfile notre blouse de détective pour une enquête biochimique. La mission, si on l'accepte, déchiffrer les indices que notre corps nous laisse pour comprendre et surtout mieux gérer le diabète. Allez, c'est parti, l'enquête commence. On commence par planter le décor. Et attention, le chiffre fait un peu tourner la tête. En 2021, on comptait 537 millions d'adultes vivant avec le diabète dans le monde. Oui, 537 millions, c'est tout simplement colossal. Pour que ce soit plus concret, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'un adulte sur 10 sur cette planète est concerné. C'est un enjeu de santé absolument mondial qui nous touche tous, de près ou de loin, que ce soit nos proches, nos familles. Et c'est là que l'enquête prend une autre tournure. Tenez-vous bien, près de la moitié de ces personnes, soit à peu près 240 millions, ne savent même pas qu'elles sont diabétiques. Elles ne sont pas diagnostiquées. C'est comme un mystère silencieux qui se propage sans que la moitié des gens concernés en aient la moindre idée. Bon, comme dans toute bonne enquête, la première chose à faire pour y voir clair, c'est de classer les faits. Il faut absolument comprendre qu'il n'y a pas un diabète, mais bien plusieurs types de diabète. Alors, voici nos 3 profils principaux. D'abord, le type 1, c'est 5 à 10% des cas, souvent chez les plus jeunes. C'est une maladie auto-immune. Le corps attaque ses propres cellules. Ensuite, on a le poids lourd, le type 2, qui représente plus de 90% des cas. Là, le problème, c'est la résistance à l'insuline. Et enfin, le diabète gestationnel, qui, comme son nom l'indique, apparaît pendant la grossesse. Chaque type a son propre mode opératoire et c'est crucial de les différencier. Maintenant qu'on a classé les suspects, il est temps de passer à la collecte des preuves sur le terrain. Et les premiers indices qu'on va chercher, ce sont tout simplement des mesures du sucre directement dans le sang. Mais attention, il y a 2 manières de collecter ces preuves. Un test de glycémie au bout du doigt, c'est un instantané. C'est une photo à un instant T. C'est utile, bien sûr, mais ça ne donne pas toute la vue d'ensemble. Pour ça, il faut des tests qui nous racontent le film complet des 2 ou 3 derniers mois. Voilà les critères officiels qui permettent de poser un diagnostic. Si l'une de ces conditions est remplie, le diagnostic tombe. Ça peut être des symptômes clairs avec une glycémie très haute ou une glycémie à jeun qui est trop élevée 2 fois de suite. Mais regardez bien le dernier point, l'HbA1c. Retenez-le, parce que c'est notre indice star. C'est lui, le plus puissant de tous. On y arrive, voici la pièce à conviction, la preuve quasi irréfutable qui a révolutionné la surveillance du diabète, le fameux test de l'HbA1c. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc, l'HbA1c? Le nom est un peu barbare, mais le concept est génial. Imaginez que chaque globule rouge dans notre sang a une sorte de mémoire. L'HbA1c, c'est tout simplement la mémoire enrobée de sucre de ces globules rouges sur leurs 3 mois de vie. Plus il y a eu de sucre en circulation, plus l'hémoglobine se sucre et plus le taux d'HbA1c est élevé. C'est un témoin incroyablement fiable de ce qui s'est passé en moyenne. Ce chiffre, il peut paraître tout petit, n'est-ce pas? Moins 1%. On pourrait se dire que c'est insignifiant. Eh bien, détrompez-vous, l'impact de ce petit pourcent est absolument gigantesque. Une étude majeure a montré que réduire son HbA1c que de seulement 1% change radicalement la donne. Et voilà ce que ça donne en pratique. Regardez-moi ça. Ce petit moins 1% se traduit par 21% de décès liés au diabète en moins, 14% de crise cardiaque en moins et surtout une chute de 37% des complications au niveau des yeux, des reins ou des nerfs. C'est énorme! La conclusion est claire. Contrôler cet indice, ça sauve des vies et ça protège le corps. Mais voilà, comme dans toute bonne enquête qui se respecte, il y a toujours un rebondissement. Notre super indice, notre preuve en or, eh bien elle n'est pas toujours parfaite. Parfois, les preuves peuvent être trompeuses. La question est donc posée, est-ce qu'on peut se fier aveuglément à ce résultat? Et c'est là que l'enquête devient vraiment intéressante, car la réponse, c'est non. Il est crucial de savoir pourquoi. Alors, comment est-ce que les preuves peuvent être en quelque sorte falsifiées? En fait, le principe est simple, tout ce qui perturbe la durée de vie normale d'un globule rouge va fausser le résultat. Par exemple, une carence en fer va ralentir la production des globules rouges. Du coup, ils vivent plus longtemps, ils ont plus de temps pour se sucrer, et hop, l'HbA1c est faussement élevé. À l'inverse, une maladie du foie qui accélère leur renouvellement va donner un résultat faussement bas et ça peut masquer un vrai problème. Et ce n'est pas tout. La génétique aussi peut venir mettre son grain de sel. Figurez-vous que 7% de la population mondiale a une hémoglobine un peu différente, une variante. Et cette variante peut complètement perturber la mesure de l'HbA1c. 7%, ce n'est pas anodin, ça fait beaucoup de monde pour qui il faut interpréter ce test avec une prudence particulière. Alors, quelle est la conclusion de notre enquête?
c'est de comprendre que malgré ces pièges, ces indices biochimiques restent la clé. La clé pour adapter le traitement, le personnaliser et finalement prendre le contrôle de sa santé. L'idée, ce n'est pas d'avoir un seul objectif pour tout le monde. Non, la stratégie est bien plus fine. Pour une personne jeune qui vient d'être diagnostiquée, on va viser un contrôle très strict, sous les 6,5%. Pour la plupart des gens, un objectif sous les 7% est excellent. Et pour une personne plus âgée, plus fragile, un objectif moins sévère, vers 8%, est souvent plus sûr et plus réaliste. Tout est une question d'adaptation et de contexte. Cette phrase, issue de nos documents de travail, résume parfaitement toute l'histoire. L'HbA1c est un outil formidable, mais il a ses pièges. Il faut savoir s'en servir et surtout savoir l'interpréter avec intelligence et expertise. Au final, ce décryptage nous laisse avec une question fondamentale. Maintenant qu'on connaît les indices, leurs forces mais aussi leurs faiblesses, comment peut-on devenir de meilleurs interprètes de l'histoire que notre propre corps essaye de nous raconter? Voilà toute la question.